Alors merci de m'avoir invitée. Je suis très très contente d'être parmi vous. La DFI Paris, pour moi, c'est une longue histoire et j'espère que ça continuera. Donc je suis psychologue clinicienne, psychanalyste et expert psychologue auprès des tribunaux, auprès de la Cour d'appel de Paris. Donc je vais vous parler de mon travail dans ce cadre. Donc je vais tout d'abord vous présenter un entretien clinique mené dans le cadre d'une expertise judiciaire avec frère Joshua, leader d'un petit groupe sectaire. Cet entretien montre tout le déploiement de l'emprise exercée dans la relation. Donc dans l'affaire que je vais vous présenter, je suis missionnée par le juge d'instruction afin d'examiner plusieurs des plaignants, donc d'une même famille, la famille Montou, ainsi que les mises en examen, c'est-à-dire frère Joshua et son épouse. Examiner toutes ces personnes, à la fois plaignants et mises en examen, me permet d'identifier l'imposture de frère Joshua, d'analyser le dispositif sectaire mis en place, de caractériser l'emprise exercée dans les relations, mais aussi d'identifier la mise en état de suggestion psychologique. Donc je rencontre frère Joshua incarcéré en maison d'arrêt. Il est détenu pour des faits de viol sur mineurs de 15 ans par personne ayant sur les victimes une autorité de droit ou de fait et pour simulation d'enfant. La mission de l'expert psychologue concernant frère Joshua est de décrire sa personnalité, d'évaluer ses capacités intellectuelles, sa capacité d'emprise, notamment spirituelle et mentale, son sens critique, sa perception des événements et des êtres, de dire s'il souffre de troubles, du comportement, de la personnalité, de dire s'il apparaît dangereux pour la sécurité publique, notamment pour la santé mentale d'autrui, et de dire si l'intéressé est accessible à une sanction pénale et ou une action thérapeutique. Donc très très brièvement, à l'époque des faits, la famille Montou vit à Paris. Le couple a 6 enfants. Ils sont évangélistes. Ils se rendent à l'église tous les dimanches et c'est dans cette église qu'ils rencontrent frère Joshua et sa femme. Au fil du temps, frère Joshua devient leur guide spirituel et constitue avec d'autres familles un groupe. Frère Joshua est décrit par les plaignantes comme un homme ayant l'apparence d'un religieux. Dès qu'on se voyait, il disait « que Dieu te bénisse », dit une des plaignantes. Il les guidait sur le chemin de la foi, il donnait des conseils, il connaissait très bien la Bible, il récitait des versets. L'une des plaignantes dit « il était tout le temps là quand on avait besoin de lui ». Madame Montou, la mère de famille, décrit un homme disponible en qui elle avait totalement confiance. Il était même un modèle pour elle. Il était au plus proche de la vérité. Très présent auprès de chacune de ses filles, Madame Montou pouvait compter sur lui. Elle dit de lui qu'il rayonne, il a Dieu en lui, et donc elle n'a pas hésité à lui confier ses filles lorsque celui-ci considérait qu'il fallait qu'elles viennent chez lui vivre pour résoudre certaines de leurs difficultés. Donc c'est lorsque les filles allaient vivre chez lui, pour diverses raisons, que frère Joshua les violait bien souvent à leur insu, car il les droguait. Il utilisait des plantes. Alors qu'elles avaient entre 15 et 17 ans. L'une d'entre elles s'est retrouvée enceinte, il lui a interdit d'avorter, il l'a accompagnée pour accoucher à l'hôpital, puis il a pris l'enfant pour le donner à sa femme qui était stérile. Et c'est au cours de la procédure judiciaire que l'enfant apprendra la véritable identité de sa mère biologique. Au parloir de la maison d'arrêt, alors qu'il se présente pour une expertise psychologique, frère Joshua arrive avec un large sourire en disant qu'il est très heureux de me rencontrer. « Je savais que vous alliez venir », me dit-il avec un large sourire. Donc il me laisse entendre que Dieu l'a averti de mon arrivée.
Il porte une grande barbe blanche, les cheveux longs, les lunettes, il a la peau noire. Il tient dans ses mains des petits livres religieux et une chemise en carton contenant des papiers. Donc il a l'apparence d'un sage religieux. D'emblée, alors qu'il s'installe, il s'engage dans un monologue incompréhensible, tant son débit de parole est précipité, tant il parle pour lui-même sans se soucier de son interlocuteur et sans aucune considération pour le cadre de l'examen. Là, monsieur se présente à nous en prenant la direction de l'entretien. Je le laisse prendre le dessus. Et de toute façon, il est très difficile de l'interrompre. Il est déterminé, imposant, voire envahissant. Il prend ses livres de prière, puis il dit « Je fais trois prières par jour ». Il poursuit en expliquant être fier du travail spirituel engagé auprès de la famille Montou. Et puis, il se met à parler de sa religion, des contraintes au niveau de la pratique vestimentaire, alimentaire, puis il se met à juger et comparer le niveau spirituel des plaignantes. Et, dit-il, si l'une d'entre elles porte plainte contre lui, c'est parce qu'elle est influencée par son petit ami. Elle ne respecte pas la religion, car sinon elle ne fréquenterait jamais quelqu'un comme lui. Elle est en train de descendre, dit-il. Vous voyez, je n'ai aucun pouvoir sur elle. Puis il dit avoir chacune de ces femmes, aider chacune de ces femmes à réaliser leurs désirs professionnels, tout en disant n'avoir aucun pouvoir sur elles. Il se contentait d'un rôle d'accompagnateur. Puis il enlève ses lunettes, tout en disant « J'ai peur que l'on dise que je suis fou et qu'on me sépare de ma fille. » Et il se met à pleurer. « Il a besoin d'être assuré, dit-il, et il me remercie sans même que je n'intervienne. » Puis il poursuit son récit en évoquant la famille Montou. Il dit ne pas avoir la haine envers eux. Ils étaient là, c'était une famille, on était tous ensemble. Il dit avoir manqué d'une famille. Puis, il reprend son discours sur la famille Montou. Et là, il s'engage dans un monologue insaisissable. Il est complètement centré sur son discours. Et là, je décide de l'interrompre. Enfin, je me présente à lui et je lui explique le déroulement de l'entretien. Il dit être d'accord pour répondre aux questions, mais en réalité, il va avoir beaucoup de mal à s'y tenir. Donc, frère Joshua est un homme de 54 ans, il est né en Guadeloupe, ses parents étaient agriculteurs, sa mère travaillait comme gouvernante et son père comme maçon, en plus d'être agriculteur. Donc il dit « Mes parents ont été absents de ma vie. C'est la femme de son grand-père paternel qui l'a élevé. Il explique que cette femme n'était pas sa grand-mère, mais qu'elle occupait cette place. Puis il se met à pleurer, il parle de malédiction dans la famille, tout en évoquant les dons de guérison de sa grand-mère. Il dit « Tout le monde venait la voir dès qu'on avait un problème. » Il dit qu'il vivait à travers elle son don de guérison. Là, il va rapporter un souvenir d'enfance et il explique qu'à 18 mois, il s'est retrouvé raide, dit-il. Il a bu un produit toxique préparé par sa grand-mère et elle l'avait donc déclaré mort. Il dit « Elle disait que je n'avais plus de pouls. » Frère Joshua est resté mort durant 1h20, dit-il. Sa grand-mère s'est occupée de le faire vomir et les pompiers l'ont amené ensuite à l'hôpital. Il dit « Je suis resté 6 mois à l'hôpital et j'étais dans le coma. » Puis il va changer de sujet. Il parle de l'envahissement de la famille Montou. Il explique qu'il était accaparé par eux, sollicité en permanence, et il va expliquer que c'est sa femme qui a détecté en lui le fait qu'il pouvait aider les autres. Il explique « Je me couche le soir et le lendemain, je connais les choses. » Il dit sentir l'autre, avoir de fortes intuitions, recevoir des images concernant les personnes. Il dit être très sensible. Je peux ressentir les choses, je peux savoir ce que tu vas faire. Donc il est clairvoyant, il peut faire des prédictions
et il met en avant son désir de sauver les autres grâce donc à ses prédilections. Puis il s'interrompt pour parler des plaignantes. Et donc il va expliquer qu'elles désiraient toutes des relations sexuelles avec lui, il était dans l'amour avec elles. Pourtant, selon la religion, la sexualité est un péché. Mais il va expliquer qu'il n'était pas à un niveau très élevé spirituellement au moment où il a eu ses relations sexuelles et que les choses se sont donc améliorées ensuite pour lui spirituellement. Il est dans un cheminement supérieur aujourd'hui. Ensuite, il va évoquer ses actes bienfaiteurs auprès des autres détenus. Il leur donne du courage, il leur procure du bien, dit-il, en leur parlant de Dieu. Puis il se met à réciter des psaumes. Il se veut positif, encourageant, il veut aider les autres. Il dit beaucoup souffrir de son incarcération. Mais il ne ressent pas le besoin de consulter un psychologue, Dieu est avec lui. Frère Joshua termine l'entretien en me demandant de revenir le voir. Il a encore beaucoup de choses très intéressantes à raconter, dit-il. Il laisse entendre qu'il aurait encore des révélations à me faire. Là, il veut susciter ma curiosité. Puis, il me salue, que Dieu vous bénisse. Il a beaucoup de mal à se séparer. Il continue de parler alors que l'entretien est terminé, alors que je suis debout, et ce sont les gardiens qui vont intervenir pour qu'il puisse sortir du parloir. L'analyse de l'entretien permet de mettre en avant l'emprise qu'il exerce dans la relation. En effet, d'emblée, frère Joshua s'impose et envahit. Il occupe tout l'espace. Il reste debout, prenant tout son temps pour s'asseoir, il parle beaucoup, il est même logoréique. Ainsi, il n'y a pas de place pour me présenter et il est très difficile de le suivre tant il manque de clarté. Il évoque plusieurs idées en même temps, il se disperse dans ses réflexions, il expulse tout ce qui le tracasse, il peut dire une chose, puis tout de suite après son contraire. Il est tellement concentré et déterminé qu'il est impossible de l'interrompre. Il est imposant. Son discours apparaît à la fois confus et décousu, mais en réalité, c'est un récit maîtrisé et logique. Frère Joshua ne délire pas. Même si une certaine désorganisation transparaît, il arrive à démontrer ce qui lui semble fondamental ou à faire l'impasse sur ce qu'il ne veut pas aborder, continuant ainsi à maîtriser son récit. Il est capable de s'interrompre lorsqu'il se retrouve à évoquer des éléments qui semblent lui porter préjudice ou qui semblent jouer en sa défaveur. Là, il aborde aussitôt un autre sujet. Donc, son discours, dans lequel il semble se perdre lui-même, crée en moi une sorte de confusion. Tout au long de l'entretien, j'ai du mal à penser. Les questions ne viennent pas. Je me sens vide, ne pouvant pas associer. Ma pensée est comme immobilisée, anesthésiée. Et frère Joshua fait tout pour diriger l'entretien et m'empêcher de penser. Il est particulièrement actif dans cette prise de pouvoir. Les ruptures du fil associatif dans son récit, les multiples formulations paradoxales, les contradictions, les permanentes digressions et les propos hermétiques ont un effet usant et attaquent l'activité de pensée. Aussi, frère Joshua établit un contact très particulier dans la relation. Il prend une position de supériorité, il parle avec un ton professoral et paternaliste, il a même tendance à infantiliser, à me mépriser, voire à ne pas considérer donc son interlocuteur, tout en étant dans une certaine forme de séduction, car il établit une certaine proximité avec moi, de par ses certains regards complices,
de par ses sourires chaleureux et de par son ton presque amical. Il instaure ainsi un climat émotionnel tout à fait particulier. Il établit comme une certaine intimité entre nous, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Cette forme de séduction permet à frère Joshua de ne pas s'impliquer véritablement. En réalité, il est particulièrement méfiant, il me tient à distance, il dit même craindre mon regard, car il pense que je vais déceler des choses en lui, comme s'il était transparent, comme s'il avait peur donc d'être dévoilé, comme s'il se sentait menacé. Ainsi, il n'attend pas les questions, il ne cherche pas à se faire comprendre, il expose ce qu'il veut démontrer, il dissimule ce qu'il pense aller en sa défaveur, il impose même ses croyances et son savoir religieux sans tenir compte de la situation d'examen dans laquelle il se trouve. Donc il ne considère pas le cadre de l'entretien. Il dit même en souriant qu'il n'a pas l'intention de me convertir à sa religion, tant il est dans l'idée que je partage ses convictions religieuses. Ainsi, sa façon de me traiter avec mépris, comme si je n'existais pas, est très certainement une façon pour lui de se protéger d'une menace, d'un danger. Me dénier ou me séduire serait pour lui une façon de s'assurer une certaine protection. Frère Joshua tente d'exercer une certaine fascination. Donc tout au long de l'entretien, il capte par son discours, par son regard, par ses expressions d'affect et par sa théâtralité. Les émotions sont très présentes, vives, tout au long de l'entretien. Il pleure, il rit, il est très expressif. Aussi, lorsqu'il rapporte des paroles d'autrui, il se met en scène en jouant lui-même les dialogues. Son désir de captation transparaît fortement donc tout au long de l'entretien. Il aime être écouté, regardé, être au centre de l'attention. Il parle sur un ton calme et chaleureux. Il veut démontrer sa bonté en évoquant ses qualités, ses efforts, son empathie. Il aime beaucoup parler de lui. Il est centré sur lui-même et son récit est fait de souvenirs, d'événements, de citations et de psaumes. Il va même parler donc devant nous à Dieu. Toute sa théâtralité nous capte. Aussi, il évoque une histoire personnelle mystérieuse, notamment en parlant d'une grand-mère sorcière qui avait un pouvoir de vie et de mort sur lui. Donc il parle de malédiction dans sa famille et du fait d'être ressuscité des morts alors qu'il était enfant. Donc tout au long de l'entretien, frère Joshua tente d'exercer une très forte emprise sur moi. L'emprise exercée dans les groupes sectaires est une emprise mortifère. C'est une forme extrême de violence. C'est l'exacerbation de la possessivité jusqu'à la violence destructrice. Le sujet acteur de cette forme d'emprise cherche à établir un mode relationnel fondé sur l'exercice d'un pouvoir permanent et sans limite sur l'autre, sans limite morale, sans interdit ni barrière d'aucune sorte. Ce mode relationnel ne peut pas s'établir avec toute personne rencontrée. En effet, pour que l'emprise puisse se déployer dans la relation, l'autre en face doit y être sensible et se laisser activement prendre. L'un prend une position de pouvoir et l'autre se met dans une position d'effacement de soi. Cela implique donc des dispositions très particulières de la personnalité. Insidieuse dans les groupes sectaires, donc l'emprise s'exerce sans recours au passage à l'acte violent. Elle se caractérise par une forme spécifique de séduction, une séduction narcissique. La séduction narcissique vise l'instauration d'un état d'union absolue. Cette forme de séduction s'exerce donc par captation,
à partir du regard, de la voix, du toucher, ainsi que par des paroles rassurantes et enveloppantes. Cette emprise s'exerce aussi par effraction. Le maître de secte séduit, s'accole et pénètre. Grâce à son intuition et à ses dons, il prétend savoir ce que l'autre pense et ressent. Il devient ainsi le maître du jeu. De par ses projections et interprétations, il façonne le jeu. L'emprise s'exerce donc par pénétration psychique. Le maître s'introduit dans le psychisme de l'autre et il y marque son empreinte. Ainsi, il n'existe plus de frontières individuelles entre les deux psychés. Aliéner, c'est instaurer et maintenir un lien dont l'autre ne peut se défaire afin de ne jamais être quitté. L'emprise sectaire s'exerce donc de façon exacerbée dans la relation, mais aussi à partir de la mise en place d'un dispositif spécifique et à partir de la pratique dévoyée de multiples techniques. Les dirigeants de sectes engagent les personnes dans un processus de transformation de la personnalité, à partir d'un programme fait d'enseignement, d'expérimentation et de pratique. Dans ce processus de transformation, de multiples procédés et techniques ayant des effets spécifiques sur le corps et la psyché vont être utilisés. Toute la visée de l'emprise sectaire est la mise à mort de la pensée et l'assujettissement. Les conceptions, les paroles, les pratiques et les procédés du maître de secte et de son groupe pénètrent, effractent et détériorent les êtres, portent gravement atteinte à leur intégrité psychique. Ils visent le meurtre de la pensée, et le meurtre de la pensée consiste à mutiler l'individu de toute confiance dans la vérité de sa pensée, de toute confiance dans ses jugements, de toute confiance en ses propres productions psychiques, de toute confiance en ce qu'il pourrait connaître sur une souffrance endurée par son corps et par sa pensée. De par leur destructivité, tous les procédés à l'œuvre dans les groupes sectaires déstabilisent, fragilisent, attaquent et épuisent. Maintenu dans ce milieu particulièrement pathogène, l'adepte se retrouve dans un état psychologique très particulier, marqué par l'effacement de soi, les expériences subjectives dissociatives, une altération partielle ou totale des capacités à penser par soi-même et la perte partielle ou totale du contact avec la réalité. L'adepte devient comme étranger à lui-même. Cette démolition du moi est au service d'une mise à mort donc de la pensée et du sujet. Les pratiques et les procédés donc portent atteinte gravement au fondement même du narcissisme et de l'identité, donc en raison de leur destructivité. Ils fabriquent de la pathologie psychiatrique, induisent toutes sortes de troubles psychologiques et créent des traumatismes psychiques sévères. Les répercussions psychologiques varient en fonction de la personnalité des victimes, de leur histoire et de leur situation familiale, sociale et professionnelle, mais aussi en fonction de la durée de leur adhésion dans le groupe, de leur implication dans celui-ci et des expériences vécues au sein de ce groupe. Pour se dégager de l'emprise sectaire, une rupture totale avec l'enseignement, les pratiques du groupe et les membres du groupe est nécessaire. Cet acte de rupture est extrêmement difficile et il apparaît bien souvent comme inenvisageable, voire fortement redouté, tant
il y a des risques d'effondrement psychique, voire de décompensation. Les adeptes le savent, ils craignent de mourir spirituellement ou de devenir complètement fous s'ils rompaient. Ainsi, lorsqu'un membre d'un groupe sectaire décide de quitter le groupe, l'écoute et la présence bienveillante de l'entourage, que ce soit la famille ou les associations, sont un premier appui pour soutenir cette rupture. Seulement, une rupture physique ne suffit pas. Il est nécessaire de se dégager profondément de l'emprise en engageant un travail de démystification du maître, de déconstruction des multiples injonctions parasites et intrusives du maître, mais aussi en engageant un travail d'introspection visant à se réapproprier son activité de pensée, à se réapproprier son histoire, à trouver confiance et estime de soi et à retrouver le goût de vivre et un sens à sa vie. Voilà. Je vous remercie de tout ce que j'entends aujourd'hui. Je voudrais juste apporter un petit mot d'espoir. J'ai un fils unique qui était depuis 23 ans dans un groupe à dérive sectaire. Nous avons saisi la justice. Beaucoup de personnes sont au courant ici. Et il est en train d'en sortir, apparemment sans trop de dégâts. Mais enfin, il faut beaucoup de temps. Mais c'est juste pour dire qu'on peut en sortir, même si c'est très long, même si il y a beaucoup de déboires, un chemin extrêmement difficile. Mais voilà, de persévérer quoi qu'il arrive pour l'entourage, sans juger, sans poser de questions, voilà. C'est tout. C'est pas très intéressant, mais c'est... D'autant plus intéressant quand on se connaît depuis si longtemps. Voilà. D'autres questions, bien sûr. Oui. Moi, je voudrais poser une question sur le cas clinique que vous nous exposez de manière très riche. Mais en tant que psychologue expert, est-ce que vous devez faire un diagnostic psychologique ou psychiatrique en termes de personnalité, par exemple? Vous disiez, il ne délire pas. C'est étonnant comme assertion, parce qu'on pourrait le prendre a priori pour un paranoïaque, même si vous dévoilez certains traits plutôt pervers dans son fonctionnement et dans la relation qu'il instaure avec vous. Alors l'expert psychologue, la démarche est différente du psychiatre. Nous, il s'agit plutôt de décrire la personnalité, c'est-à-dire décrire les mécanismes à l'œuvre, ce qu'on observe dans sa présentation, sa façon de parler, sa personnalité, de revoir son histoire. Voilà, c'est plutôt une présentation générale d'une personnalité, et pas de faire un diagnostic, parce que là, effectivement, le diagnostic est extrêmement complexe, c'est une personnalité très très complexe. Au cours de l'examen, il ne délire pas. Voilà. Je pense que par ailleurs, très certainement, ce monsieur doit bien délirer, mais il ne délire pas forcément tout le temps, avec tout le monde. Donc cet aspect est très important à notifier dans l'expertise. Parce que ça change tout. S'il délire et qu'il est reconnu comme quelqu'un d'extrêmement paranoïaque, bien sûr qu'il ne sera pas condamné de la même façon que s'il est reconnu comme quelqu'un qui sait établir des stratégies. Bonjour. En fait, j'aimerais bien partager, je suis dans le même sens de vous. Il y a 5 ans, je n'avais pas vraiment de connaissance de secte. Je suis journaliste de métier.
Vu que j'étais vraiment touchée parce que mes 3 enfants s'étaient bien manipulés par les sectes évangéliques, de mineurs jusqu'au jeune majeur, j'ai utilisé toutes les manières. Et finalement, après, j'ai utilisé comme Étienne a expliqué, je me suis infiltrée pendant 4 ans partout, de Balkans, partout en Europe. Mais je peux vous dire que la prévention, c'est très importante. Et malheureusement, nos institutions n'ont pas vraiment une connaissance de danger imminent des sectes. Mais c'est très important aussi, c'est la période après la secte. Comme vous dites, on peut sortir physiquement, mais mentalement, je vois parce que 2 de mes 3 enfants sont sortis, une est encore dedans, parce que malheureusement, la secte l'a mariée avec un futur gourou. Il y a un bébé dedans, et on a toutes les coupures de contact. J'étais dans le choix, soit de sortir d'infiltration et de couper le contact avec ma fille, et de garder les 2 autres. Voyez-vous, j'étais dans un choix entre les 2. J'ai choisi de rester avec les 2. Et l'autre, je tiens, elle garde encore les cadeaux, etc. Mais c'est pour les 2 qu'ils sont sortis, même la loi est assez vague. On ne protège pas vraiment les victimes. On doit se battre pour que la loi donne vraiment le statut de victime. On ne va pas attendre la justice une fois qu'ils gagnent et qu'on aura le statut. Parce que ces victimes-là qu'ils ont sorties de secte, elles ont vraiment besoin d'un soutien, d'un suivi, pas vraiment psychologique en face comme ça, mais selon le cas. Parce que c'est une identité qu'il doit reconstruire. Ouais. Et je remarque, c'est vrai que la famille est vraiment présente, doit être présente et ça fait du bien. J'étais présente et même, croyez-moi, en ce moment-là, j'avais tellement peur. Je me suis dit que mes filles sont sorties de secte et je ne voulais pas qu'ils soient influencés de mes idées. Je faisais beaucoup d'attention, aucune promesse à donner. Mais malgré tout, je remarquais qu'elles voulaient les promesses. Et donc, c'était très, 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 très difficile. Et même quand elles vont en psychologue, quand elles sortent, parfois, elles sortent très agressives. Parce qu'il y a un processus qu'il doit se mettre. Mais ce que je remarque, la loi est complètement à côté. Et moi, j'appelle qu'il faut se battre pour le statut de victime. C'est ça qui est très important pour les anciens adeptes des sectes. Merci. Oui, mais pour avoir ce statut de victime, encore faut-il vouloir porter plainte. Oui, mais c'est ça justement. Et c'est très difficile de porter plainte. Enfin, les personnes ont du mal à porter plainte. Aujourd'hui, le dispositif... Alors, contrairement à ma fille mineure était, pendant toute sa minorité, sous l'agression de gourou, agression sexuelle. Elle a eu le courage de la déposer la plainte. Voilà. Mais voyez-vous ce qui est arrivé? La police n'était pas assez connaissante de cette plainte de viol et agression. Elle a complètement distingué dans du plainte. Donc, elle n'a pas mis dedans qu'elle était agressée par le gourou, mais simplement un plainte d'agression. Elle a posé 2 questions incroyables. Comment vous étiez habillée? Elle adresse la question à la victime, donc à ma fille, qui venait d'avoir 18 ans. Et par la suite, une autre question. Est-ce que vous êtes vierge? Depuis, ma fille ne veut plus retourner, quelle que soit arrive la plainte. Voyez-vous où on se trouve? Je suis complètement d'accord, c'est ça qu'on doit se battre. Oui, parce que vu que c'est une manipulation extraordinaire, la loi doit être comme ça. La loi doit être à côté, on doit trouver. La loi s'en fait par l'humain, de servir à l'humain. La loi n'est pas faite de l'humain pour servir l'institution. Alors, les enquêtes de police... elle ne veut plus se retourner, maintenant. Oui, mais bon, alors, les policiers sont de plus en plus formés. Oui, mais il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de réponse. Oui, il n'y a plus de réponse, oui. Mais bon, c'est très compliqué. Elle a retrouvé quoi? Elle attendait les promesses. Elle attendait de reprendre, de reconstruire. Et c'est pour cela que je dis la loi de victime doit être... Madame, s'il vous plaît, nous n'allons pas continuer sur un cas personnel. Vous êtes nombreux dans la salle. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Merci. Mais il faut se rapprocher énormément des associations, justement, l'ADFI, les ADFI, le GEMPI, le CCMM, toutes les associations, pour trouver le courage de tenir. Madame de Beaucou vous disait là, elle a 23 ans, je la connais depuis tellement longtemps. Voilà, il fallait tenir, et c'est arrivé au bout de 23 ans. Il y a un moment où ça arrive.
Et c'est par une enquête de police et un dépôt de plainte que tout a éclaté et que donc son fils a pu sortir difficilement. Hein, mais voilà, il y a un moment où ça arrive. Oui, je voudrais juste me permettre de rebondir en fait par rapport à la difficulté justement d'appréhension de tous ces mouvements, justement de définir qu'on est bien dans une secte. C'est vrai qu'en fait les mouvements les dépositions de gens qui en sortent sont pas si nombreuses que ça malheureusement. On a parfois effectivement des appels je suis de la gendarmerie, je me permets voilà, de réagir. On a parfois voilà, des appels, des témoignages des membres de familles, justement, de gens qui sont pris au sein de cette tourmente et qui sont en désarroi face à ça. Et justement, heureusement que je salue là le travail des associations qui les accompagnent. Mais pour matérialiser justement le côté sectaire justement d'une agression, pour dire ce que Madame a vécu, enfin, c'est regrettable, mais des fois il y a des questions qui peuvent surprendre, mais qui servent également, il faut savoir, à matérialiser l'infraction qui peut y avoir. C'est important. La prise en compte par les collègues policiers ou les gendarmes hein, de ces et vraiment, c'est vraiment quelque chose de fondamental chez nous. Je veux dire, l'accueil des victimes. Enfin, je tiens à le dire quand même. Il y a un travail remarquable qui est fait quand même de prise en compte des victimes, notamment d'agressions sexuelles. Voilà, je voulais vraiment ce qui est compliqué, c'est ça, de pouvoir matérialiser justement cette emprise dont vous évoquiez là tout à l'heure à juste titre. Et on s'aperçoit, est-ce que vous, en tant que psychologue clinicienne, est-ce qu'il y a quand même ces traits de caractère, je pense qu'ils doivent quand même revenir assez souvent quand même sur où il y a des choses quand même, des similitudes par rapport à cette emprise, enfin, ce côté charismatique, peut-être que le terme est peut-être mal choisi, mais où ils arrivent justement à envoûter quelque part leurs victimes. Alors moi, tous ceux que j'ai rencontrés, ils n'étaient pas du tout charismatiques. Hein. À chaque fois, je me disais, mais comment c'est possible en fait, je me fais toujours une image idéale du maître de secte. À chaque fois, je suis très déçue. Oui, c'est toujours les mêmes. Oui, le processus est toujours le même en fait. Hein. Il y a juste des différences au niveau des croyances et un folklore au niveau des procédés. Mais c'est toujours le même processus en fait. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, il y a ce qu'on appelle le love bombing, la séduction donc. Et puis après, on va déstabiliser la personne. Après, on va essayer de lui proposer une solution à ses problèmes. Et puis, on commence à l'endoctriner et à l'engager dans des techniques bien précises. L'emprise, c'est un procédé de mise en état de suggestion psychologique. En fait, il y a plein de procédés qui nous permettent de caractériser en fait, cette emprise et ces procédés. Alors là, je ne peux pas vous faire la liste, mais toutes les techniques de yoga, de méditation, de reiki, des techniques d'un entretien psychologique ou des séances de psychanalyse peuvent être complètement dévoyées et utilisées pour anesthésier la pensée, capter, séduire et entraîner la personne dans une dépendance absolument inconditionnel. C'est cet état-là qu'on évalue, cette dépendance, cette incapacité à critiquer le leader du groupe, à critiquer les techniques, l'impossibilité de remettre en cause, de se poser des questions. Voilà, ça, c'est des indices qui nous montrent que la personne était bien sous emprise. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont dans des groupes sectaires et qui disent qu'elles étaient sous emprise. Et bien souvent, elles ne sont pas forcément sous emprise. Tout le monde n'est pas forcément sous emprise dans un groupe sectaire. Dans les affaires où il y a plusieurs mises en examen, bien souvent, il y a le leader et puis des bras droits. Ces bras droits, parfois, viennent me voir pour me dire « Écoutez, madame, moi, je suis victime. On dit que je suis dirigeante, mais pas du tout, j'étais sous emprise. » Et en fait, on s'aperçoit que ces personnes ne sont pas du tout accessibles à l'emprise. Elles n'étaient pas du tout sous emprise. Hein, ça peut être aussi une défense de dire
j'étais dans le groupe sous emprise du dirigeant. Hein, ça, il faut bien faire attention à ça aussi, parce que ça va se déployer de plus en plus. Cette instrumentalisation de la victime d'emprise. Hein. Bonjour. D'après votre expérience devant les tribunaux en tant qu'experte, quels sont les critères qui sont regardés, qui sont considérés comme probants pour prouver qu'il y a une emprise, pour prouver... voilà. Et notamment aussi, j'avais une autre question, quand une personne notamment a des visions et des voix, et potentiellement une personnalité paranoïaque, les paranoïaques apparemment sont souvent éloignés des soins. Comment est-ce qu'on appréhende ce genre de personnalité? Voilà, merci. Alors c'est vrai que dans ces groupes sectaires, les idées paranoïaques sont très très répandues. Les leaders sont souvent ont tendance à la paranoïa et donc induisent de la paranoïa chez les autres adeptes. Alors comment l'expert psychologue c'est... Alors, le professeur Parquet a défini des critères qui nous permettent d'évaluer si la personne donc, était sous emprise ou pas. Mais après, c'est l'expert qui, selon ce qu'il observe, ce qu'il entend, ce qu'il a vu dans les dossiers, hein, parce qu'on nous donne un dossier aussi avec énormément de documents, et ben, on va évaluer nous-mêmes cette emprise. Bonjour. J'avais une remarque à faire par rapport aux discussions qui ont eu lieu tout à l'heure. C'est par rapport à la procédure pénale. Vous expliquer qu'effectivement, c'est une thématique qui est complexe, la dérive sectaire, et qui est de plus en plus quand même prise en compte par les services de police et de gendarmerie, avec notamment des formations qui sont délivrées, des canevas d'audition, vous le savez, puisqu'on va travailler ensemble sur un de ces canevas d'audition. Voilà, qui sont à disposition des enquêteurs, effectivement, pour prendre en compte de manière globale la problématique sectaire et le phénomène d'emprise. Et moi, j'avais une question pour vous, plus générale. Est-ce que vous pensez, dans quelle mesure vous pensez que ce phénomène d'emprise spécifiquement sectaire peut s'appliquer ou rejoint tout phénomène d'emprise, notamment, je pense, vu que la loi prévoit aussi le contrôle coercitif, ce genre de phénomène d'emprise, est-ce que pour vous, on est sur les mêmes mécanismes et les mêmes buts voilà. Oui, alors la visée est la même, c'est la destruction de la différence, c'est la destruction de la pensée de l'autre, du sujet, donc posséder l'autre entièrement comme objet, c'est la même visée. Dans les sectes, l'emprise, elle est beaucoup plus exacerbée, puisqu'il y a tous les procédés, toutes les techniques qui vont multiplier l'emprise. C'est-à-dire que l'emprise, elle est à tous les niveaux, physique, spirituel, moral, psychique. Voilà. Bon, dans un couple, ça peut être aussi assez impressionnant, une emprise. Mais il n'y aura pas tous les procédés qu'on va retrouver dans les sectes. Ou dans les dérives sectaires. Je pense aussi aux dérives sectaires. Des praticiens qui s'autoproclament. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. En fait,